Merci Marie-Sixte. Refondation du partenariat, partenariat gagnant-gagnant, partenariat d'égal à égal, voici les mots que l'on a l'habitude d'entendre depuis plusieurs années maintenant sur les relations Afrique-Europe. Des mots qui parfois donnent l'impression de sonner creux lorsque Bruxelles insiste sur le fait que l'Europe souhaite d'abord privilégier l'aspect économique de ce partenariat, tandis que les pays africains trouvent que les pays européens ont tendance à trop se focaliser sur les problématiques migratoires. C'est sans compter que les anciennes puissances coloniales, France et Royaume-Uni en tête, dont les intérêts sont importants sur le continent, ont tendance à jouer cavalier seul. Cela donne parfois l'image d'une Europe avançant en ordre dispersé, d'autant plus maintenant avec le Brexit. Si les pays européens bénéficient de liens historiques et d'une proximité géographique certaine avec le continent, l'Afrique est aujourd'hui courtisée par l'ensemble des puissances et a le choix de ses partenaires. En premier lieu, la Chine, bien évidemment, où la forte affluence des chefs d'État africains lors des forums sur la coopération sino-africaine, les fameux FOCAC, témoigne de l'attractivité de l'Empire du Milieu. Aujourd'hui, c'est le projet des nouvelles routes de la soie dont les pays africains tâchent de tirer avantage. En parallèle, si la présidence Trump n'aura pas permis aux États-Unis de redorer leur blason auprès des États africains, ce n'est pas pour autant que les USA se désengagent du continent. Avec l'initiative Prosper Africa, Washington souhaite doubler les flux de commerce et d'investissement entre les États-Unis et le continent. Enfin, de nombreuses puissances émergentes jouent également un rôle de plus en plus actif en Afrique. L'Inde, les pays du Golfe, le Brésil, le Japon, la Russie, mais aussi la Turquie. Peu commenté, la stratégie turque vers l'Afrique mérite pourtant toute notre attention. Le président Erdogan s'y déplace fréquemment, les investissements se multiplient et les entreprises turques participent à certains grands chantiers d'infrastructures comme les barrages hydrauliques. La Turquie sait que les marchés africains sont en plein essor et que ce continent constitue un réservoir de croissance à moyen et long terme. Cela va aussi pour le rayonnement de l'islam, car la politique africaine turque ne saurait être examinée sans la variable religieuse. L'Afrique, aujourd'hui, a donc la possibilité de jouer sur plusieurs tableaux afin de tirer le meilleur de chacun de ses partenaires. Mais l'Afrique parle-t-elle d'une seule voix? L'Union africaine doit encore s'affirmer comme l'organe politique incontournable lors des négociations commerciales à l'échelle continentale pour peser de tout son poids. Aujourd'hui encore, beaucoup de pays, notamment les poids lourds du continent, choisissent la voie bilatérale. De plus, les différents obstacles à la mise en place de la zone de libre-échange continentale ou à la mise en place de la monnaie unique, l'ECO, pour les pays d'Afrique de l'Ouest, illustrent les difficultés de l'intégration politique et économique sur le continent. En février 2020, la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était accompagnée de quasiment toute la Commission pour se rendre au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Elle affirmait alors que l'Europe et l'Afrique sont des partenaires naturels pour faire face ensemble à des défis communs, la paix et la sécurité, notamment au Sahel et dans la Corne de l'Afrique, le changement climatique, la transition numérique, l'accès à l'énergie. Pour Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, des divergences persistent néanmoins entre les deux blocs, même si seule la reconnaissance et l'acceptation de ces différences, le langage de la franchise, pourront aider les deux partenaires à lever les obstacles qui risquent d'entraver leur coopération. Afrique et Union européenne, renouveler les vœux. Avec nous pour en parler ce soir, Dorothée Schmidt, chercheuse et responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient au sein du think tank français l'IFRI, le professeur Guy Rosatanga Rigno, professeur de droit public et de sciences politiques à l'université Omar Bongo de Libreville au Gabon, et également Alain Leroy, ambassadeur de France, envoyé spécial du président de la République française pour l'initiative Afrique en réponse au Covid. Je tiens à préciser que vous êtes également l'ancien secrétaire général du Service européen pour l'action extérieure. Ma première question, elle est pour vous, professeur Guy Rosatanga Rigno. Est-ce que l'Europe est aujourd'hui encore considérée par les pays africains et par l'Union africaine comme le partenaire privilégié ou finalement plus considérée comme un partenaire parmi d'autres? La réponse est, à mon sens, relativement simple. Je pense que jusqu'à présent, l'Europe reste un partenaire privilégié. Vous avez insisté tout à l'heure sur l'aspect bilatéral d'un certain nombre de relations. Ce bilatéral contribue aussi, si vous voulez, à la consolidation du multilatéral. Donc, a priori, il existe une multitude de raisons qui permettent de conforter l'hypothèse de ce partenariat privilégié avec l'Europe. Cela dit, et vous l'avez noté dans votre introduction, d'autres partenaires sont arrivés et continuent à arriver. Et en réalité, il ne tient qu'à l'Europe de faire ce qu'elle a à faire pour le demeurer.
Et en réalité, si vous voulez, on pourrait établir un inventaire à l'après-vert des attentions, des attentes de l'Afrique dans le cadre de ce nouveau partenariat. Je pense, pour ma part, que les Européens gagneraient à être attentifs, je dis bien attentifs, à une double attente essentielle. Cette double attente des Africains, c'est celle de la considération et de l'égalité. Il n'y a aucun intérêt, à mon sens, à recycler les façons de faire de Cotonou dans le futur partenariat. Il faut donc absolument repenser la relation Afrique-Europe, Union africaine, Union européenne, en la faisant sortir de ce qui est, d'une manière ou d'une autre, le déséquilibre actuel. Déséquilibre qui se traduit comment? On a d'un côté une main qui donne avec des valeurs et une main qui reçoit et qui est sommée d'admettre un certain nombre de choses, de reconnaître un certain nombre de valeurs, etc. Je comprends parfaitement qu'une telle attente puisse questionner en Europe. Et pourtant, il reste qu'il est important de tenir compte des symboles. Il est important de savoir ce que les autres ressentent quand on s'engage dans un partenariat de ce type. Donc, pour conclure sur ce point, je persiste à dire que l'Europe reste un partenaire privilégié pour un certain nombre de raisons historiques. Même cette histoire difficile que nous avons en commun reste néanmoins un ciment. Les nouveaux partenaires, les Africains, doivent apprendre à les connaître. Les Européens, les Africains les connaissent quand même un peu. Voilà ce que je pourrais dire en introduction à notre débat. Merci, professeur. Alain Leroy, en quoi l'Afrique est aujourd'hui donc une priorité pour la nouvelle Commission européenne en place? Bonsoir à tous. Bon, l'Afrique a toujours été une priorité pour l'Union européenne, et c'est vrai que Mme von der Leyen, prenant ses fonctions, voulant une commission plus géopolitique, pour reprendre son expression, a mis l'Afrique au cœur de ses priorités, avec d'autres pays, avec d'autres priorités bien entendu. Mais avant de développer un peu ça, je voudrais reconnaître ce que vous avez dit, M. Liffard, et ce que vient de dire aussi M. Regnault. C'est que chacun est conscient que beaucoup d'autres acteurs interviennent en Afrique, la Chine principalement, mais pas seulement. Vous avez cité la Turquie, mais il y a également l'Inde, le Japon, beaucoup d'autres, les États-Unis, et que l'Union européenne n'a pas du tout la volonté d'avoir une relation exclusive avec l'Afrique, ça serait totalement irréaliste. Simplement, l'Union européenne rappelle qu'elle est, bon, d'abord, ses rapports, vous l'avez dit, géographiques, historiques, culturels avec l'Afrique, évidemment, entraînent un partenaire naturel, mais en même temps, l'Union européenne reste de très loin le premier partenaire commercial de l'Afrique, le premier partenaire en termes d'investissement, le premier partenaire en termes d'aide au développement, le premier partenaire en termes d'aide humanitaire, de très loin par rapport à l'ensemble des autres intervenants, et même à l'égard de la Chine, mais c'est vrai que ça ne se sait pas suffisamment. Ça ne se sait pas suffisamment, et ça, c'est un problème au sein de la communication de l'Union européenne, qui est évidemment moins forte que la Chine. La Chine, par exemple, avec sa diplomatie des masques, a été très, très efficace en termes de communication. Mais simplement, donc l'Union européenne a une position très forte, et Mme von der Leyen et la Commission et l'ensemble des États membres ont décidé de redonner un coup de fouet à ce partenariat. Donc, il y a eu cette communication conjointe en mars 2020, donc sous la présidence, sous la Commission von der Leyen, qui rappelle bien l'importance de ce partenariat. Alors, effectivement, on a bien compris ce que dit M. José Regnault, l'idée d'un vrai partenariat, si autant que possible d'être d'égal à égal. Et là, en particulier sur 5 thèmes qui intéressent ce partenariat. L'un pour un partenariat pour la transition verte et l'accès à l'énergie, pour la transformation digitale, pour bien sûr la croissance-emploi, un partenariat pour Peace and Governance, bien sûr, et un partenariat pour migration et mobilité. Donc, l'ensemble des thèmes sont... Alors, il faut juste savoir que pour le moment, se termine en ce moment la négociation de ce qu'on appelle le post-Cotonou pour attirer un nouvel accord. Et je crois, comme vient de dire l'intervenant précédent, de tirer les leçons de ce qui a marché et ce qui a moins bien marché dans l'accord de Cotonou préalablement. Mais l'Afrique reste évidemment un partenaire majeur.
majeur parce que, vous l'avez dit aussi, en particulier relais de croissance. Relais de croissance, chacun se rappelle que l'Afrique avait, ces 20 dernières années, une croissance de 5 à 6% par an, là où l'Europe était autour de 1 à 2%. Donc évidemment, un relais de croissance naturel, même fuseau horaire, c'est peut-être la théorie chère à Jean-Louis Guigou des quartiers d'orange. Forcément, les États-Unis avec l'ALENA, le Canada et Mexique, la Chine avec le nouveau RCEP, le partenariat commercial avec l'ensemble des pays d'Asie, une grande partie des pays d'Asie, une 17 en particulier, mais pas l'Inde, mais une grande partie d'entre eux. Et évidemment, l'Europe intéressée à développer encore le partenariat commercial avec l'Afrique, d'où le soutien aux projets africains de zone africaine de libre-échange. Donc, beaucoup de raisons qui font qu'on a envie de travailler plus avec l'Afrique, et peut-être j'en rajouterai un autre qui est un peu moins connu, c'est que dans ce monde dans lequel la question du multilatéralisme se pose, il a vraiment subi beaucoup d'obstacles ces dernières années. On ira sûrement un peu moins dès que M. Biden prendra ses fonctions, mais nous pensons, nous Européens, et nous pensons que les Africains pensent la même chose que nous, c'est que c'est de façon multilatérale que peuvent se régler beaucoup de questions, tout ce qui est relié au climat en particulier et beaucoup d'autres choses. Donc, un partenaire également sur le multilatéralisme. Et par ailleurs, nous, de notre côté, aider l'Afrique à remplir les objectifs de développement durable. Donc, énormément de chantiers, très importants pour l'Europe sur les différents points, même sur le Covid. C'était très important pour l'Europe d'aider l'Afrique dans sa résilience face au Covid, parce que c'est l'intérêt de tout le monde qu'aucun continent ne soit plus n'ait un Covid qui traîne pendant des années. Bien. Et puis, alors, on pourra parler de toutes les questions de dette, bien sûr. Enfin, voilà, pour terminer, un partenaire évident sur lequel, avec un relais de croissance et sur lequel l'Europe est consciente on pourrait dire des compétiteurs, en tout cas des autres qui s'intéressent à l'Afrique. Elle pense qu'elle a un certain nombre d'avantages, d'abord parce qu'elle est partenaire historique et majeur, je l'ai dit en termes de chiffres dans les différents dossiers, mais en même temps, on sait bien, ça a été dit, que l'Europe, dans sa partenariat, cherche toujours à défendre ses valeurs. Les questions de droits de l'homme restent au cœur d'une politique européenne. On sait bien que ça ne simplifie pas les choses, mais en tout cas, l'Europe défend à la fois ses intérêts, son partenariat et ses valeurs dans son dialogue avec l'Afrique. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. On a déjà une question d'un internaute qui est avec nous, qui souligne qu'au-delà de ces relations, on va dire, très institutionnelles entre l'Afrique et l'Union européenne, il y a, de la part des sociétés civiles, une certaine déception suscitée par les Européens dans ce partenariat. Et vous l'avez parlé, notamment le fait que la Chine communique beaucoup plus, arrive du coup dans les classements de soft power. Lorsque l'on voit la Chine, les États-Unis attirent plus que l'Europe aujourd'hui les jeunes Africains. Est-ce que l'Europe a conscience de cela? Est-ce que vous sentez que la diplomatie européenne veut parler plus aux sociétés civiles et pas uniquement aux institutions étatiques et régionales? Oui, eh bien, société civile, bien sûr, et tout ce qui est le secteur privé. Donc, un des grands volets de la nouvelle commission, c'est d'appuyer, d'abord, d'essayer d'avoir plus de financement privé à l'égard de l'Afrique et de soutenir le secteur privé et le secteur, évidemment, qui est un secteur majeur pour la société civile. Ce secteur privé qui a été un des relais, enfin, qui a généré la croissance africaine de ces 20 dernières années, qui est particulièrement touché en ce moment par le Covid. Mais c'est vrai que sur un certain nombre de cas, on entend bien ce que vous dites sur la Chine, on entend bien quand il y a des grands projets, les Africains nous disent mais on va voir les Chinois parce qu'ils sont plus rapides et ils ne nous parlent pas de droits de l'homme. On entend ça toute la journée, on est parfaitement conscient de ça. Et donc l'intérêt pour nous, c'est de montrer, attention, quand on fait des partenariats avec vous, il y a un endettement qui reste raisonnable. Est-ce que vous avez intérêt à vous endetter de façon un peu plus, parfois au-delà du raisonnable? Est-ce que sur vos intérêts, est-ce qu'on ne peut pas le faire ensemble de façon transparente avec nos amis chinois, indiens et autres? Voilà, ce sont des grands chantiers sur lesquels nous travaillons. Mais pour répondre précisément à votre question, bien entendu, l'Europe entend ce message des sociétés civiles, à la fois pour développer plus de liens et pour montrer la valeur aussi du modèle européen dans cette compétition pour les valeurs dans le monde. Alors, si vous permettez, je voudrais juste répondre rapidement à cette question. Je vous en prie. En tant que spécialiste des relations internationales, je me méfie du discours
qui oppose les États aux sociétés civiles, au privé. Je pense que ce que nous sommes en train de vivre avec la pandémie du Covid est venu nous rappeler que l'État était le seul garant des intérêts de tous, partout. Sans les États, je ne vois pas ce qui aurait pu se passer dans le cadre de cette pandémie. Donc il faut toujours se méfier de ce militantisme qui consiste à opposer, disons, des bons qui seraient la société civile et le secteur privé et des mauvais qui seraient les États. Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça et de toute façon, un partenariat UA-UE, il est d'abord un partenariat institutionnel au service des populations, ça va de soi. Donc je pense que l'idée sous-jacente qui serait, entre guillemets, d'associer, par exemple, aux prises de décision, des gens dont, bien souvent, je suis désolé, le mandat est presque d'autoproclamation, il y a quand même des limites à ne pas franchir. C'est un discours qu'il faut entendre. Il faut prendre en compte les aspirations du bas, mais moi, je me méfie de cette dichotomie automatique entre État et société civile, parce que, je le répète, sans État fort, les sociétés civiles ne valent pas grand-chose. Alors, c'est très intéressant. Je peux rebondir là-dessus parce que le sujet est vraiment intéressant. Bien entendu, comme le dit monsieur, le partenariat est avant tout institutionnel. Ce sont les États qui comptent. Et dans l'affaire du Covid, ça a été parfaitement démontré. Je suis entièrement d'accord. Mais de la part de l'Union européenne, il y a aussi l'idée d'importance que dans le côté vibrillonnant, le côté en croissance de l'Afrique, les sociétés civiles ont joué un rôle très important. Et donc, nous en tenons compte. Je donne un exemple très précis. Lorsque, là c'est plutôt la France, qu'elle fait ce qu'on appelle des contrats de désendettement, développement. Ça veut dire que quand il y a eu un accord de prêt, finalement, le pays a des difficultés à rembourser, on est prêt à annuler la dette en échange d'investissements dans des secteurs particuliers. Eh bien, pour choisir les endroits de ces investissements, nous associons bien sûr l'État, mais également nous souhaitons qu'il y ait un comité dans lequel il y a également des représentants des sociétés civiles pour être sûr que les populations en bénéficient également. Donc, ça nous paraît important, bien sûr d'abord l'État, mais de trouver des façons d'associer également les sociétés civiles. Merci pour toutes ces précisions. On va sortir quelques instants du partenariat euro-africain et je me tourne vers vous, Dorothée Schmid. Vous êtes spécialiste de la Turquie et c'est un acteur sur le continent africain que l'on ne connaît pas tant que ça. Est-ce que vous pourriez revenir pour nous sur l'historique de la Turquie en Afrique et puis aussi sur aujourd'hui, quelles sont les ambitions d'Ankara sur le continent africain? Oui, alors quand on préparait cette session, je disais que j'étais un peu sur le strapontin, puisqu'effectivement la Turquie, c'est un peu l'outsider, c'est le nouveau partenaire, et c'est celui qui, dans son langage diplomatique, a très bien intégré cette dimension d'égalité qui est demandée aujourd'hui, et qui joue énormément sur cette particularité. Je me souviens quand la Turquie présentait sa politique d'aide au développement, notamment en direction de l'Afrique, en disant nous sommes un pays qui est en émergence rapide, mais nous savons ce que c'est que le sous-développement, et donc nous sommes à la fois partie prenante et l'incarnation de ce qu'est un pays qui peut accéder à la mondialisation positive. La Turquie s'est tournée assez récemment vers l'Afrique sous la houlette de Recep Tayyip Erdogan, son président actuel. Assez récemment, il faut quand même se dire que depuis que l'AKP, ce parti islamo-nationaliste, on peut dire maintenant ça comme ça, qui s'est installé au pouvoir en 2002 à Ankara, donc ça fait presque, ça fera un peu plus de 20 ans en 2023 pour le centenaire de la République de Turquie. En fait, très rapidement, la Turquie a identifié l'Afrique comme un lieu de redéploiement diplomatique, sous d'abord la grande ambition de soft power de Ahmed Davutoğlu, qui a été conseiller diplomatique, puis ministre des Affaires étrangères, qui a fini Premier ministre de Tayyip Erdogan avant d'être viré comme un malpropre, il faut le dire, quand il a démontré qu'il avait un peu trop d'ambition politique. Mais en tout cas,
Recep Tayyip Erdogan est venu pour la première fois en Afrique en 2005. Et c'est la première fois qu'il a fait une grande tournée africaine. Et depuis, il en a fait extrêmement régulièrement. Et il a déployé toute une stratégie de présence turque. Alors, on peut dire qu'il y a deux moments, si on voit la chose sous un angle politique, avant 2016 et après 2016. Alors, vous savez tous probablement, puisque vous vous intéressez à l'Afrique, que 2016 a été ce moment d'une tentative de coup d'État militaire qui a échoué en Turquie. Et c'est aussi le moment où Tayyip Erdogan a désigné comme responsable de cette tentative de coup d'État militaire les zélateurs de Fethullah Gülen, qui est cet imam réfugié aux États-Unis, qui est devenu maintenant son premier ennemi politique. Or, les écoles Gülen étaient des premières plateformes qui ont permis à la Turquie de prendre pied en Afrique. Donc, avant 2016, on a des types de noyaux d'intégration turque en Afrique spécifiques qui changent après 2016, et aujourd'hui, la relation est en train de se politiser et se stratégiser. Auparavant, on était vraiment sur du soft power, de l'ouverture de marché, de la recherche d'influence culturelle, avec donc ces écoles turques, des bourses qui étaient données à des étudiants africains, une ouverture de très nombreuses ambassades, puisqu'on en a maintenant 46 en Afrique, 46 ambassades turques, alors qu'on en avait 12 il y a 10 ans. La Turkish Airlines qui a développé énormément son réseau africain, puisqu'elle dessert aujourd'hui une soixantaine de destinations en Afrique, alors qu'elle n'en avait que 4 en 2008. Donc un premier temps qui est un temps de soft power, avec l'idée que l'Afrique finalement est un lieu inconnu pour les Turcs en termes d'influence diplomatique, et que c'est un marché potentiel, et c'est un marché où dans un premier temps les Turcs défendent leur réputation en proposant des produits de consommation courante et des biens d'équipement qui sont un peu semblables à ceux que fournissent les Chinois, mais de meilleure qualité, et avec une relation partenariale qui est considérée, comme je disais en introduction, comme beaucoup plus égalitaire. Depuis 2016, on a une repolitisation de la relation avec Erdogan qui a très tôt, après 2016, fait des tournées en Afrique pour essayer de convaincre les gouvernements africains de fermer les écoles gulenistes, reprendre en main tous ces réseaux qui, dans un premier temps, avaient été des facteurs d'influence turque, et les réinstitutionnaliser, les re-rentrer dans le système de l'État turc et de contrôle de l'État turc, et un projet économique qui continue de se déployer avec à la fois de l'aide à l'Afrique, une recherche de marché assez agressive, une recherche de ressources, mais aussi des partenariats plus stratégiques. Alors la Turquie, elle a une stratégie d'implantation de base en Afrique. Quand je parle de partenariat stratégique, évidemment, tout le monde aura en tête aujourd'hui ce qui se passe en Libye, avec l'appui que les Turcs ont offert cette année au gouvernement d'accord national pour renverser la perspective militaire dans la guerre civile libyenne. La Turquie qui vend aussi des armes à différents pays africains, qui s'est permis de signer en juillet de cette année avec le Niger des accords de sécurité pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité nigériennes. Donc il y a en fait sur tous ces sujets vient chatouiller la France sur ce qu'on considérait être des chasses gardées françaises, finalement. La question de la sécurité, de ce point de vue-là, est extrêmement importante. On a eu dans un premier temps, un surinvestissement de l'Afrique du Nord, de la Corne de l'Afrique. La Somalie a été un pays que la Turquie a travaillé très tôt, à un moment où on était dans une anarchie totale et où seuls les Turcs pouvaient se vanter d'aller avoir des activités en Afrique et de rouvrir une ambassade à Mogadiscio. Mais aujourd'hui, on a un redéploiement qui est très clair vers l'Afrique subsaharienne. Merci, Dorothée Schmidt. Je me permets de revenir vers vous, professeur Guiro Santangarino. Vous avez évoqué tout à l'heure la volonté d'avoir en plus être traité en égal par les pays africains avec l'Europe. On vient de rappeler à l'instant que c'était notamment une des stratégies de la Turquie justement pour vraiment embellir son influence en Afrique en montrant qu'elle était passée aussi par cette phase de développement. Aujourd'hui, l'Union africaine, vous avez évoqué le fait qu'elle souhaitait sortir du cadre post-Cotonou. Comment les pays africains arrivent à créer ce partenariat d'égal à égal avec l'Europe? Est-ce que vous sentez qu'un cap a été franchi avec cette nouvelle commission? Écoutez, je ne saurais parler ni à la place de la Commission de l'Union africaine, ni à la place de la Commission de l'Union européenne. Simplement, la visite
de Mme van der Leyen à Addis Abeba est quand même une première qui symboliquement doit être saluée comme telle et qui semble marquer une volonté réelle du côté de l'Union européenne à un autre partenariat avec l'Afrique. Donc on ne peut que s'en féliciter. Du côté de l'Union africaine, vous avez soulevé la question tout à l'heure, mais je pense que le problème se pose effectivement dans les deux commissions. L'Union africaine est en train de jouer une carte qu'elle ne jouait pas jusqu'à présent, qui est celle de parler véritablement au nom de l'ensemble du continent. Et à peu de choses près, l'Union européenne n'est pas loin d'être confrontée à la même situation, même si la Commission européenne est quand même beaucoup plus solide, beaucoup plus longuement établie, mais il y a toujours cette tentation chez un certain nombre d'États, passez-moi l'expression, de doubler le continental pour passer directement en bilatéral. Parce qu'il y a un certain nombre d'intérêts, mais nous vivons quand même, il faut le souligner, un moment particulier. Dans l'histoire de la relation Europe-Afrique, nous n'avons pas connu un moment comme celui que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce que ça va donner concrètement? Je ne suis pas Madame Soleil, je ne vais pas m'avancer, mais je pense qu'on peut déjà se féliciter du processus en cours, qu'il y ait très clairement manifesté une volonté de part et d'autre de dialogue de haut niveau au niveau continental. Je pense que quel que soit ce que ça donnera et surtout le temps que ça prendra pour produire des effets, je crois que ce simple fait est déjà souligné et mérite véritablement l'attention. Merci, professeur. Alain Leroy, est-ce que, au-delà du coup d'avoir créé cet espace de dialogue de haut niveau, est-ce que vous identifiez déjà aujourd'hui des points d'accord et vraiment de convergence forte entre la Commission européenne et la Commission de l'Union africaine? Alors, nous y travaillons, mais d'abord, je reviens à nouveau à ce que vient de dire M. Sartori-Grignot. La visite de la Commission européenne et Mme von der Leyen a dit c'était évident. Mais ensuite, nous travaillons directement avec la Commission Union africaine à travers en particulier ces sommets Union européenne et Union africaine. Le dernier était à Abidjan. Il devait y en avoir un en octobre, fin octobre. Évidemment, il a repoussé à cause du Covid, mais il y en aura évidemment un autre l'année prochaine, en 2021. Il aurait dû commencer à être préparé ce matin. C'est un mini-sommet, il n'a pas eu lieu, mais en tout cas, il est reporté. Et le grand sommet aura évidemment lieu en 2021 entre l'Union européenne et l'Union africaine. L'Union européenne a fait beaucoup pour renforcer l'Union africaine comme partenaire continental, si possible, d'égal à égal. Bien, à l'égard de la zone de libre-échange, je l'ai dit, c'est évidemment au niveau de l'Union africaine que ça se fera. Mais simplement, il y a beaucoup de champs dans lesquels l'Union européenne travaille avec l'Union africaine. Et je vais vous en donner, par exemple, ce qu'en a dit le Conseil européen, le dernier Conseil européen du 15 octobre, dans ses relations avec l'Afrique, qui disait que, je le lis, mais je vais vous indiquer, le Conseil européen a débattu de son intention de travailler de concert avec ses partenaires africains et de stimuler l'investissement en ouvrant ensemble un programme global d'investissement multisectoriel, multiniveau et multipartite, et considère les secteurs suivants comme essentiels. Je cite, l'économie numérique et de la connaissance, les énergies renouvelables, transport, santé, système agroalimentaire. Et après, je crois que ce n'est pas inintéressant de voir que le Conseil européen dit que le prolongement des valeurs, le Conseil européen indique que dans le prolongement du programme stratégique, les valeurs universelles, la non-discrimination, l'égalité des droits et des chances pour tous, l'émancipation des femmes, l'inclusion des jeunes, l'éducation des compétences, la durabilité sociale et environnementale, tout cela font partie des champs sur lesquels nous travaillons avec l'Union africaine et sur lesquels on sait bien sûr, sur ces domaines, on est plus avancé en France qu'en Afrique, mais c'est évident que c'est les domaines sur lesquels nous sentons une très forte volonté africaine qui est mobilisée par l'Union africaine, et l'intérêt de l'Union européenne, c'est de soutenir l'Union africaine dans ces différents champs. Alors c'est vrai que ça prend du temps, c'est compliqué, mais je crois que c'est un travail de long terme. Et je pense que c'est par rapport aux autres partenaires, Turquie, Chine, Inde, il y a cette volonté d'un vrai travail de long terme, et d'un travail de long terme sur
l'économie, mais l'économie au sens large et le développement des sociétés, et si possible avec des valeurs que nous appelons un peu des valeurs, nous appelons peut-être universelles, le terme évidemment est compliqué, mais je crois que c'est un champ sur lequel nous souhaitons en particulier aider à promouvoir la démocratie, aider à promouvoir la transparence, bien sûr. Voilà, alors c'est compliqué, mais je crois que là-dessus, la volonté européenne est très forte, et de la part de Mme von der Leyen, mais de la part des États membres, et pas seulement de la France. On pourra peut-être en dire un mot tout à l'heure. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je me tourne vers vous, Dorothée Schmid. Vous avez évoqué tout à l'heure les grandes ambitions de la Turquie en Afrique. Et est-ce que vous pourriez revenir un peu plus sur, désormais, comment elle rentre, entre guillemets, en choc ou en coopération avec les autres puissances qui sont déployées en Afrique? On a évoqué tout à l'heure rapidement le fait que le président de la République française avait accusé la Russie et la Turquie d'alimenter un discours anti-France dans certains pays du Sahel, mais également, est-ce que la Turquie arrive à s'appuyer sur la Russie de temps en temps en Afrique? Comment la Turquie arrive à se positionner? Est-ce qu'elle joue cavalier seul ou est-ce qu'elle arrive à trouver des partenaires sur le continent? Alors évidemment, tout dépend des champs que la Turquie investit, hein, des domaines auxquels on s'intéresse. Du point de vue commercial, la Turquie est en compétition avec les autres acteurs. Donc elle joue cavalier seul. Elle bénéficie de l'implantation précoce qu'avaient organisée également les hommes d'affaires gulenistes en Afrique. On a des hommes d'affaires turcs qui sont extrêmement aventureux, prêts à aller sur des terrains un peu difficiles parfois, prêts vraiment à ouvrir la voie. C'est des explorateurs, hein, les hommes d'affaires turcs, qui font ça aussi au Moyen-Orient très bien, dans des contextes très difficiles parfois. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en Libye, un des enjeux de l'intervention turque en Libye, c'est aussi de permettre la réimplantation des entreprises turques qui ont été chassées au moment de l'intervention anti-Kadhafi en 2011. D'abord de récupérer les arriérés des contrats abandonnés à l'époque et puis de se réinstaller ensuite. Du point de vue stratégique, pour le moment, la vision turque, elle est évidemment moins forte, moins construite que celle de la France, même de l'Europe, bien entendu, et même des États-Unis ou, à mon avis, de la Russie. Je crois qu'on est encore dans une vision très opportuniste pour le moment. Il n'y a pas d'obsession immédiate de la Turquie pour l'Afrique stratégiquement, en dehors de l'Afrique du Nord, qui fait partie de l'espace méditerranéen, qui est considéré aujourd'hui comme finalement une extension de l'espace stratégique turc naturel. On a beaucoup parlé de néo-ottomanisme, comme vous le savez, donc effectivement, dans tous les pays où on a eu encore une présence ottomane constante ou ponctuelle dans le passé, les Turcs aujourd'hui jouent sur ce narratif alternatif. Alors, j'aime pas tellement le mot narratif, ce récit historique alternatif. Ce qui est très intéressant pour moi, c'est que quand j'ai commencé à travailler sérieusement sur la Turquie, je venais plutôt du Moyen-Orient, et je m'étonnais de ne trouver aucun universitaire turc, aucun spécialiste turc de la région, hein, du Moyen-Orient. La Turquie était à l'époque un pays très introverti, qui avait quand même quelques petites obsessions stratégiques en mer Égée déjà, sur l'Asie centrale, le Caucase, mais le Moyen-Orient, l'Afrique étaient tout à fait en dehors des radars. Et puis finalement, ce savoir, il s'est construit très rapidement, y compris du point de vue intellectuel sur le Moyen-Orient. Ce n'est pas encore tout à fait le cas sur l'Afrique. Mais on a eu une volonté vraiment de construire un savoir spécifique et de créer des partenariats, y compris au niveau des sociétés civiles spécifiques. Alors, quand je parlais tout à l'heure des bourses offertes aux étudiants africains, j'ai vu à l'époque où les gulenistes étaient à l'œuvre, j'ai vu des universités gulenistes où étaient reçus des étudiants africains qui, à l'époque, ils pouvaient avoir des bourses de 2 ans avec, pendant 1 an, l'obligation d'apprendre le turc, et ensuite pouvaient commencer à entrer dans un cursus universitaire normal. Donc on avait vraiment une volonté de turciser la coopération, vraiment, hein, d'individualiser la Turquie comme un partenaire à part entière qui était extrêmement fort, et c'est encore le cas aujourd'hui avec les bourses que donne la Fondation Maarif qui a repris en main le réseau guleniste. Donc je crois que la Turquie, ce qu'elle veut, c'est
Et en jouant sur cette concurrence des récits historiques, c'est vraiment se faire valoir comme le partenaire alternatif qui est un bon partenaire, pas seulement commercial, mais potentiellement politique, parce elle porte un discours anticolonialiste. Et ça, on l'a vu beaucoup sur l'Algérie, où vous savez que la Turquie, très régulièrement, dans ses passes d'armes avec la France au sujet du génocide arménien, accuse la France d'avoir commis un génocide en Algérie. Ça a causé pas mal de soucis diplomatiques dans le passé, parce que même les Algériens ont fini par dire aux Turcs qu'il fallait finalement qu'ils se mêlent de leurs affaires, que ce n'était pas à eux de s'occuper de la guerre d'Algérie. Et puis aujourd'hui, on assiste à un rapprochement politique entre la Turquie et l'Algérie sur fond d'intensification des relations commerciales, qui est en train de déranger l'ordonnancement de l'Afrique du Nord, puisqu'évidemment les Turcs courtisent les Algériens avec l'idée de les mettre de leur côté pour un éventuel règlement du conflit libyen à terme, pour éviter de les voir s'aligner sur l'axe égypto-émirien français finalement. Donc on a, je crois, une volonté de la Turquie d'agir seule, et avec la Russie, aujourd'hui, la relation qu'on a parfois décrite comme une capacité à installer des espèces de condominiums en Syrie ou même en Libye à un moment. Aujourd'hui, on est dans une relation qui est quand même beaucoup plus tendue, beaucoup plus compliquée, et où chacun essaie d'avoir le dessus sur l'autre. Manifestement, jusqu'à présent, c'est quand même les Russes qui ont le dessus. Ils l'ont prouvé encore au Karabakh récemment. Donc je ne crois pas qu'on soit vraiment dans un partage de territoire très bien entendu, même avec la Russie. Merci de Peut-être sur ce que vient de dire Madame Schmitt. Je crois qu'effectivement, il faut découper le continent africain en deux par rapport à la Turquie. Il y a effectivement, comme elle l'a dit, la façade méditerranéenne, qui, cette façade, effectivement, relève du fameux narratif, et en tout cas de l'histoire de l'Empire ottoman. La situation est relativement différente en Afrique noire, sauf dans une certaine mesure au Sahel. Dans le reste de l'Afrique noire, il s'agit d'une ambition essentiellement commerciale et, disons, de pierres d'attente politiques posées ici et là, mais sans qu'on ne le sente véritablement. Donc, il y a quelque chose qui est un peu gênant, voyez-vous, c'est de penser que les Africains ne sont pas capables de penser par eux-mêmes et qu'ils ont besoin de la Chine, de la Turquie, de la Russie pour penser pour ou contre X ou Y. C'est extrêmement délicat et ça relève toujours du principe de considération dont je parlais. Il me semble qu'aujourd'hui, les Africains sont suffisamment adultes pour savoir démêler le vrai du faux, pour savoir séparer le bon grain de l'ivraie. Il ne me semble pas que les Africains aient quelque illusion sur quelque partenaire que ce soit. Les Africains prennent chacun tel qu'il arrive, et la préoccupation fondamentale d'ailleurs, c'est de ne plus avoir de maître de conscience, qu'il s'agisse des Turcs, des Chinois, des Français, des Américains ou des autres. Mais je le répète, pour ce qui est de la Turquie, cette influence relève beaucoup plus effectivement du soft power, et Madame Schmitt a parfaitement décrit le processus, parfois brutal d'ailleurs, de récupération des écoles Gülen pour les passer dans l'autre fondation dont j'oublie le nom, qui les gère aujourd'hui. Ça a été d'abord un problème turco-turc, mais sorti de là, je veux dire que les écoles Gülen ne sont pas pour l'instant en mesure de concurrencer les instituts français qu'il y a par exemple en Afrique francophone. Donc il faut peut-être savoir garder la mesure dans les raisonnements et les intentions qu'on peut prêter aux uns et aux autres. Merci, professeur, pour ces précisions. On a d'ailleurs un tout petit point de complément, il ne faut pas oublier la Corne de l'Afrique dans les ambitions turques. Alors évidemment, ça fait partie plus ou moins de l'espace ottoman, ouais. Mais c'est aussi un lieu où il y a beaucoup de concurrence stratégique entre pays arabes et Turquie. Dorothée, j'en profite parce qu'on a une question d'un internaute concernant la Turquie. Voilà.
où on nous demande si cette Turquie qui est du coup à l'offensive sur tous les plans, on a parlé du militaire, stratégique, culturel, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle réussit à susciter un sentiment vraiment d'adhésion à ces projets pour les populations? Est-ce que ce soft power... Alors ça, franchement, c'est pas du tout à moi de le dire. J'ai l'impression, là, on vient d'avoir une réaction extrêmement intéressante quand je faisais allusion tout à l'heure à les petites passes d'armes avec les Algériens qu'on avait trouvées très amusantes à l'époque, hein, finalement. C'était Erdogan se prévalant sans cesse de sa position de je suis le tribunal de l'histoire, les Français ont très mal agi pendant la guerre d'Algérie, jusqu'à ce que les Algériens lui disent mais enfin, c'est pas à vous de le dire si ça s'est bien ou mal passé avec les Français. On est tout à fait capable de régler nos comptes nous-mêmes. En Libye, par exemple, c'est assez étonnant parce qu'on a eu un discours néo-ottoman qui a été, qui finalement a reçu une forme d'adhésion, qui reçoit effectivement une forme d'adhésion de certaines élites africaines, nord-africaines à certains moments, mais j'ai l'impression que c'est extrêmement instrumental. C'est dans des moments de crise, dans des moments de conflit, c'est un peu bisque, hein, c'est un peu pour faire bisquer les autres puissances. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'en revanche, les Turcs prennent pour argent comptant l'adhésion qu'on leur donne, même si cette adhésion, elle est de façade, elle est transitoire. Dans le monde arabe, on a aussi une adhésion qui est très ambivalente au modèle turc, entre guillemets. Vous vous souvenez qu'en 2011, au moment des printemps arabes, on a parlé d'un modèle turc pour le monde arabe, ce qui était assez étrange, parce que ça voulait dire que finalement, les modèles démocratiques ne pouvaient pas être européens ou américains. Bon, d'accord, puisqu'on a un conflit, on a une mémoire qui est trop chargée, en quoi est-ce que la Turquie serait un modèle à présenter? C'était très ambivalent. D'ailleurs, les Turcs ont assez vite compris, ils se sont assez vite détachés de ça en disant pas du tout, nous sommes une source d'inspiration, nous n'avons jamais voulu être un modèle. Et la cote de la Turquie a des hauts et des bas. Dans le monde arabe, c'est très clair. Alors, dans les pays africains, je pense que les hauts et les bas seront également en fonction de ce que la Turquie mettra vraiment dans les partenariats. Par exemple, la Turquie annonce des investissements dans certains pays, mais il se trouve que c'est un pays qui manque de moyens. La Turquie a une économie qui est en très mauvais état aujourd'hui. Elle n'a pas les mêmes moyens que la Chine, et la Chine elle-même est plutôt en train de reculer sur ces très vastes projets d'investissement. Pendant longtemps, les Européens observaient la façon dont les Turcs arrosaient d'aide publique les pays, pas seulement les pays africains, mais les pays d'Asie centrale ou autres, en se demandant comment est-ce qu'ils pouvaient récupérer autant d'aide de l'Union européenne dans le cadre de la préadhésion et en même temps redistribuer cette aide à l'extérieur. C'était extrêmement bizarre. Mais évidemment, la Turquie ne va pas avoir les moyens de faire ça si longtemps. Alors, il y a quand même un canal d'influence dont je n'ai pas encore parlé explicitement, qui est la religion. Alors la religion, c'est quelque chose qui a joué à la fois par le canal guleniste et qui maintenant va jouer par cette nouvelle synthèse islamo-nationaliste que porte Tayyip Erdogan, où très clairement on voit que l'islam est devenu un instrument de soft power de la Turquie totalement assumé, et ça c'est valable aussi dans les Balkans, c'est valable évidemment dans le monde arabe, mais c'est valable dans les pays africains musulmans. Vous savez que même à Cuba, les Turcs avaient promis de construire une mosquée. Il n'y a pas énormément de musulmans à Cuba. Donc, on est aussi là dans ce réinvestissement par les communautés religieuses. Et là, à mon sens, les Turcs arrivent toujours à une limite, c'est qu'en réalité, ils n'ont pas de légitimité de leadership religieux. Ils peuvent avoir une légitimité sociale, partenariale, se présentant comme un acteur nouveau, bien intentionné, etc. Mais quand ils vont chercher les gens sur le canal religieux, ils n'ont pas d'autorité théologique. Ils ont des réflexes qui sont aussi des réflexes nationaux turcs, qui, je crois, ne sont pas complètement compatibles. D'ailleurs, ils passent leur temps à restaurer des mosquées ottomanes un peu partout. Les mosquées ne sont pas toutes ottomanes. Voilà. Merci Dorothée pour ces précisions. Je me tourne vers vous, monsieur l'ambassadeur. On a deux questions sur le partenariat Union européenne, Union africaine, sur deux enjeux. L'un, c'est sur la jeunesse. Qu'est-ce que ce partenariat peut apporter à la jeunesse africaine en termes d'accès à l'éducation? Et également sur l'enjeu du numérique et des nouvelles technologies, en quoi elles peuvent contribuer pour permettre au continent africain de faire un saut technologique. Est-ce que ces deux volets sont bien pris en compte dans le partenariat Union européenne, Union africaine, monsieur l'ambassadeur? La réponse est évidemment oui.
un effort dans le partenariat Europe à l'égard de l'Afrique. L'aspect jeunesse, l'aspect éducation, santé sont majeurs. Et les aspects d'éducation, évidemment, ça touche la jeunesse. C'est parfaitement clair, avec même après les idées de faire non pas faire exactement d'un Erasmus, mais de multiplier les échanges avec les universités, les étudiants africains, bien sûr aussi. Et dans le partenariat digital, c'est très clair que c'est au cœur du partenariat et de l'accord qui suivra post-Cotonou, l'aspect aider l'Afrique dans son développement digital. Et d'ailleurs, et peut-être avec des méthodes un peu particulières. Je discutais hier avec des jeunes Africains qui créent des tas de start-up dans le domaine de la technologie. Ce dont ils ont besoin, c'est des financements, et là-dessus, les financements que l'Europe peut apporter à travers les banques locales ou à travers des garanties vis-à-vis des banques internationales, pour aider à financer les jeunes start-upers. Là-dessus, c'est vraiment un domaine sur lequel l'Europe a envie de s'investir. Mais peut-être je reviens sur un point qui a été dit un peu avant, toujours par rapport aux autres partenaires. Un point qui est intéressant, dans la crise du Covid, au moment de la crise du Covid, il y a une volonté d'une réponse européenne collective, et en particulier, il y a eu cette tribune du 15 avril 2020, dans laquelle, un peu à l'initiative de la France, mais la France avait entraîné ses partenaires européens, la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, le président du Conseil européen, Mme Merkel, les présidents portugais, italiens, espagnols et d'autres, des Pays-Bas, pour dire: groupons nos forces pour aider l'Afrique dans cette phase particulièrement difficile du choc économique dû au Covid. À nouveau, c'était l'Europe entière et bien sûr, là-dessus, la jeunesse est évidemment particulièrement intéressée. Voilà, donc du passé récent, je trouve qu'il y a vraiment eu, et ça, la France a été vraiment un aiguillon, a fait en sorte que de plus en plus de pays européens s'intéressent à l'Afrique et se rendent compte qu'il y a là un champ extrême d'opportunités, à la fois peut-être, alors bien sûr certains pour des raisons de peur d'un choc migratoire, mais aussi pour des raisons de partenariat économique. Alors, le terme que vous avez dit, gagnant-gagnant, est un peu galvaudé, mais en tout cas d'un vrai partenariat économique avec un potentiel. Si d'autres pays comme Chine, Turquie s'y intéressent, c'est qu'ils ont la même idée que nous, c'est qu'il y a un potentiel économique. Simplement, notre idée, on a envie de faire un partenariat de long terme, un partenariat transparent et avec des valeurs en même temps, si possible, universelles. J'en profite pour rebondir justement sur ce que vous dites, monsieur l'ambassadeur. En Europe, il y a évidemment des disparités et d'histoire entre les différents pays. Les intérêts stratégiques ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous sentez une évolution vers des positions plus communes vis-à-vis du continent africain? Parce qu'on sait que la France est évidemment très implantée en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale particulièrement, tandis que c'est vrai que les pays d'Europe de l'Est sont sans doute moins préoccupés par ce qu'il se passe sur le continent. De plus, le Brexit en cours ne facilite pas, va créer désormais du coup un autre pays plus ou moins rival du bloc européen lors des négociations commerciales avec l'Afrique. Comment vous sentez l'évolution de l'Europe à ce niveau-là vis-à-vis du continent africain ces dernières années, vous qui avez à la fois travaillé au SEAE et aujourd'hui vous êtes aussi maintenant pour la République française? Alors, à l'égard de l'Afrique, c'est vrai qu'une difficulté, c'est évidemment le Brexit. Le Royaume-Uni fait partie avec la France de ceux qui étaient les stimulants pour intéresser le reste des États membres européens à l'Afrique, très clairement. Mais, je dois dire, j'ai assisté à beaucoup de conseils européens quand j'étais à Bruxelles, et j'ai très bien vu. Au départ, les pays d'Europe du Nord parlaient sans arrêt, l'Est, le partenariat oriental, la menace russe, etc. Et je crois que France, Italie, Espagne, Portugal ont bien fait comprendre l'intérêt de l'Europe de s'intéresser beaucoup plus à l'Afrique, pour des raisons qu'on a dit précédemment, tous les partenariats économiques qu'on peut y nouer. Et je crois que ça a produit ses effets. Ça a produit ses effets puisque maintenant, dans la négociation sur le budget de l'Europe, qu'on appelle le cadre financier pluriannuel pour 2021-2027, dont on espère qu'il va être approuvé dans les jours qui viennent, l'aspect de ce qu'on appelle le nouvel instrument de coopération, qui a pour le moment un nom barbare, le NDC, il y a la part pour l'Afrique qui est vraiment très importante. On parle déjà au minimum de 29 milliards d'euros, bon, et sans doute plus, et un énorme plan d'investissement qu'avait lancé Juncker également à l'égard de l'Afrique. Donc cette priorité, maintenant, elle est partagée par les autres États membres sur le plan économique. Mais j'ai un autre point, même sur le plan sécuritaire, c'est la fameuse question du Sahel. Vous avez noté que la France avait créé cette force Takuba de force spéciale, dans laquelle, pour que la France ne soit pas seule avec cette force Barkhane, et bien dans cette force Takuba, d'autres pays, des Estoniens, des Tchèques et d'autres viennent également, y compris dans l'aspect sécuritaire,
dans la MINUSMA, qui est une force de maintien de la paix en Afrique. Les Allemands sont très présents aussi. Dans la période au Tchad, il y avait, je me souviens, des Croates qui étaient là dans la force européenne au Tchad. Donc c'est encore, ça n'est pas à degré d'investissement aussi fort que celui de la France ou qu'avait le Royaume-Uni, mais je crois que la mayonnaise spread, l'intérêt pour l'Afrique commence à être partagé. Bon, il est évidemment très partagé aussi en matière de développement par les Scandinaves. La Suède est un acteur majeur de l'aide au développement en Afrique, mais aussi la Finlande, le Danemark. Voilà, donc je crois vraiment que cette dynamique est lancée, que la plupart des pays européens, peut-être un peu moins ceux d'Europe de l'Est, effectivement, c'est encore plus loin, mais je pense que la dynamique est lancée, de plus en plus de pays européens s'intéressent et voient l'intérêt de l'Afrique sur les différents volets sécuritaires et économiques, entre autres. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je me tourne vers vous, professeur. On a beaucoup évoqué depuis le début de ce webinaire l'importance pour les pays africains d'être considérés désormais d'égal à égal, de pouvoir déployer leur propre récit. Et justement, pendant cette crise Covid, on a eu plusieurs fois le sentiment d'un décalage entre la réalité et la catastrophe qui était prédite. Tout d'abord, voilà, sur le plan sanitaire, où on prédisait à l'Afrique une catastrophe, et au final, l'Afrique semble être l'un des continents les plus performants en termes de résistance sanitaire, mais également, par exemple, sur la question des dettes souveraines, où beaucoup se sont penchés sur l'urgence d'annuler les dettes africaines. Alors, beaucoup de pays du continent africain ne sont finalement pas plus surendettés que les autres. Est-ce que vous avez eu le sentiment, pendant que cette crise de Covid, quand même un tournant vis-à-vis de la perception des pays africains lors de cette crise mondiale? Malheureusement, je vais vous répondre par la négative. Il ne nous a pas semblé qu'il y ait eu un changement dans le regard des autres sur l'Afrique, et particulièrement dans le regard des Européens, et encore plus particulièrement dans le regard des Européens qui nous sont les plus proches pour toutes les raisons que vous imaginez, en l'occurrence la France. J'avais introduit mon propos tout à l'heure par un élément essentiel, les perceptions et les symboles. Tout le monde se souvient, du moins certains se souviennent, d'une note qui a fait sensation et qui a sémé quelques troubles dans un certain nombre de capitales à l'africaine, une affaire de pangolin, mais je crois que l'ambassadeur Leroy sait de quoi je parle, avec des prévisions apocalyptiques, des renversements de régime. C'est une note de prospective, dont je connais l'auteur par ailleurs, mais il se trouve qu'elle a eu un retentissement. Elle a été publiée quasiment dans tous les quotidiens français, et au début de la pandémie, elle a même suscité une certaine forme de panique. À côté de ça, il y a un élément essentiel sur lequel je veux insister, toujours sur les perceptions. Vous ne regardez pas les télévisions africaines, mais tous les Africains regardent toutes les télévisions françaises et notamment les chaînes d'information en continu. Et le traitement qui y est fait des questions africaines, de l'Afrique, est toujours marqué de ce sceau de la condescendance, du mépris, et notamment dans le cadre de cette crise. Je vous donne un exemple. On a interrogé il y a une semaine un grand professeur, je comprends, ce n'est pas un épidémiologiste, mais à la télévision française, il suffit d'être professeur de médecine, aujourd'hui, vous pouvez parler de Covid. Et à qui on met la réalité des chiffres, Europe, Afrique, sur le Covid. Et vous savez ce qu'il dit? Mais vous savez, tout ça c'est bien beau, mais dans ces pays-là, ces gens-là, les statistiques, ça ne vaut rien. Le problème, c'est que les morts, il n'y a pas besoin de statistiques. Les morts, ça se voit. Les morts, ça s'enterre. Et la réalité du traitement du Covid en Afrique, elle ne souffre pas la discussion. Il y a eu des mesures qui ont été prises, et l'ambassadeur Leroy le disait tout à l'heure, l'Union européenne, mais aussi la France, a dépêché un certain nombre de missions pour apporter son concours. Mais il reste que la première chose, au-delà de toutes les hypothèses biologiques, génétiques, climatiques, il reste que les États africains ont très tôt pris la mesure de la situation. Je vous donne un seul exemple. Depuis avril 2020,
nous vivons tous masqués au Gabon dans l'espace public. Vous savez ce qu'il en a été du masque dans la plupart des pays européens et notamment de la France. Tout cela a produit des effets. A produit des effets parce qu'en réalité, en connaissance de la faiblesse de nos systèmes hospitaliers, il valait mieux compenser cette faiblesse par d'autres mesures et notamment l'impératif des mesures barrières dont le port du masque. Or, il y a toujours ce regard qui voudrait que l'Afrique soit perpétuellement condamnée dans cette vision du malheur du monde alors que les choses bougent dans tous les sens. C'est l'ambassadeur Leroy qui parlait tout à l'heure de tous les jeunes start-upers qui émergent en Afrique. Il y en a beaucoup, croyez-moi. Et beaucoup de choses se font à l'exemple de ce que nous vivons depuis cette pandémie avec la fermeture des restaurants. Eh bien, nous avons pu assister à l'émergence d'un certain nombre de start-up, de livraison de repas à domicile, etc. Des choses qu'on n'aurait pas imaginées il y a même 6 mois seulement. Donc, si vous voulez, les choses bougent énormément. Il serait temps quand même que cette vision de l'Afrique en Europe commence à changer si nous voulons aller vers un vrai partenariat notamment économique où on ne doit plus parler que d'aide, de soutien, etc. L'Afrique a besoin d'être accompagnée, mais l'Afrique a besoin aussi d'économie, de business pour faire évoluer, si vous voulez, tous les champs sociaux. Il faut sortir, j'allais dire, de la coopération de papa et de Cotonou, notamment, je reviens dessus. Alors, est-ce que je peux réagir là-dessus, apporter des précisions peut-être? Alors, d'abord, entièrement d'accord sur ce que vient de dire M. Rossano-Rigno sur le Covid. Les chiffres sont très clairs. Ce sont les chiffres de l'Africa CDC, mais également les mêmes chiffres sont de l'OMS. L'Afrique aujourd'hui, c'est moins de 55 000 morts pour l'ensemble du continent dû au Covid. Là où je rappelle, la France c'est environ 40 000, l'Italie est pratiquement à 60 000, le Royaume-Uni à 50 000. Donc, pour l'ensemble des 54 pays africains, c'est l'équivalent d'un pays européen. Et en autres chiffres, donc l'Afrique a environ 3% des morts dus au Covid dans le monde, là où elle fait 17% de la population mondiale. Donc, elle a une résistance beaucoup plus forte. Bien. Et à nouveau, là-dessus, tous les experts disent les chiffres sont peut-être faux à 10% près, mais ils ne sont pas faux les vrais chiffres ne sont pas multipliés par 2 ou 5 ou 10. Donc, il y a clairement, et là-dessus l'OMS le redit en permanence, il y a une résilience africaine au Covid. Alors, pour beaucoup de raisons. D'abord, pour les mesures qui ont été prises par les États, le fait que le Covid est arrivé plus tard en Afrique, donc les liaisons aériennes ont été fermées, les pays ont fait une sorte de confinement. Ensuite, évidemment, la structure démographique qui fait que la population est plus jeune en Afrique, donc un peu moins sensible. Le fait qu'il y a eu d'autres épidémies qui ont développé des anticorps, Ebola et autre chose. Donc, il y a le fait que les personnes âgées sont plutôt dans les campagnes, pas dans les régions les plus denses. Il y a beaucoup de raisons, mais au total, je crois vraiment que les mesures qui ont été prises par les États ont eu un rôle majeur, État et société civile, parce qu'à nouveau, par exemple, dans les start-upers que je rencontrais hier, plusieurs ont créé des unités pour créer des petits respirateurs artificiels, d'autres des lave-mains automatiques, d'autres du gel hydroalcoolique. Donc, les États et la société civile ont fait en sorte que l'Afrique a, pour le moment, on n'est jamais sûr pour le futur, pour le moment, beaucoup mieux résisté que les autres continents à l'égard du Covid. Alors, deuxième point là-dessus, c'est vrai que l'Europe et la France ont beaucoup aidé. Donc, l'Europe a mis plus de 6 milliards d'euros pour aider à la lutte contre le Covid. La France, à travers l'Agence française de développement, plus d'1 milliard d'euros pour renforcer les systèmes de santé et beaucoup d'autres choses. Et surtout, une initiative importante en ce moment, à l'initiative du président Macron, qui est prise au niveau européen et maintenant international, une initiative qu'on appelle ACT-A, pour faire du vaccin ce que le président Macron appelle un bien public mondial, c'est-à-dire un bien sur lequel aucun être humain ne doit pouvoir être interdit d'avoir accès pour des raisons financières. Et là-dessus, l'Europe finance en grande partie ce projet. Et évidemment, quand on compare à ce que dit M. Trump, qui dit le vaccin, c'est pour les États-Unis, on verra pour les autres après, je crois que l'Europe a à nouveau une stratégie beaucoup plus ouverte à l'égard de l'Afrique. Et dans la question du vaccin, ça me paraît très important, cette initiative ACTA, COVAX, bien public mondial, saluer les efforts de l'Europe, sont d'ailleurs salués par M. Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Après, je pourrais dire un mot sur les dettes. C'est évident qu'à nouveau, c'est l'initiative de la France
et là du G20, dans laquelle les dettes des pays les plus fragiles sont suspendues, et pour une partie d'entre elles, on verra dans les prochains mois, une partie de ces dettes pourra être annulée, mais les discussions ont en cours pour les prochains mois. Mais je reviens en dernier point sur la considération que, à nouveau, M. Rosatanga Irigno pointe à juste titre. Alors je dirais de la part des États, quand même, c'est très clair que de la part de la France, le discours de Ouagadougou du président Macron montrait une évidente considération, je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. De la part des dirigeants européens, c'est évident aussi. Quand Mme van der Leyen vient à Addis avec l'ensemble de ses commissaires, je crois que c'est une évidente considération. Mais c'est vrai que dans les médias, il y a encore un problème d'image de l'Afrique dans les médias européens. Ce n'est pas vrai de tous. Quand on écoute RFI ou France 24, là, il y a quand même un vrai intérêt sérieux et une vraie meilleure connaissance de l'Afrique et donc un regard beaucoup plus égal et équilibré sur l'Afrique. Mais c'est vrai que je reconnais qu'il y a encore du travail à faire dans les opinions publiques. Et voilà, et c'est ce partenariat. Notre idée, c'est d'essayer de faire comprendre aux Européens à la fois la créativité africaine et l'intérêt pour l'Europe d'avoir un partenariat de plus en plus égalitaire. Merci pour ces précisions. On a une question d'une participante qui s'adresse plutôt à Dorothée Chouy. Dans quelle mesure voilà, la résurgence d'un sentiment anti-français ces dernières années dans certains pays peut être instrumentalisée par des concurrents de la France en Afrique, et je pose notamment la question pour vous, compte tenu que vous êtes spécialiste de la Turquie. Oui, évidemment, il y a une tentation qui est très claire des Turcs de jouer la concurrence avec les Français sur absolument tous les terrains. On l'a vu très bien cet été. Mais c'est des deux côtés que ça se passe. Les Français reçoivent très mal, vivent très mal l'activisme des Turcs en Afrique. Pour anecdote, en septembre dernier, donc on a eu une réunion de rentrée à l'IFLA, on m'a demandé de faire une petite présentation sur ce qui s'était passé en Méditerranée orientale. Et un collègue chercheur m'a demandé s'il fallait prendre au sérieux les annonces de certains tweetos turcs qui avaient dit qu'ils étaient à l'origine du putsch au Mali. Donc, est-ce que la Turquie avait elle-même organisé je crois qu'il y a beaucoup de trolls de toute façon. Enfin, il y a des armées d'abord sur les réseaux sociaux qui sont stipendiées par Ankara directement, par l'État turc. Ensuite, il y a un nationalisme très fort des Turcs. Donc, je crois que... Et je m'étonnais qu'ils puissent prendre vraiment au sérieux même ces annonces, quoi. Pour moi, c'est vraiment du trolling intégral. Donc, on a aussi une peur qui est très grande, manifestement, des Français de voir débarquer les Turcs dans le précaré français. Clairement, la pénétration économique turque au Sénégal, par exemple, quelque chose qui n'est pas du tout plaisant pour les Français. Et je pense que là, on a un peu une surinterprétation de l'analyse sur l'aspect musulman aussi. On a vraiment une obsession en ce moment en France avec l'islam politique, tout le spectre des islamistes. Et donc, les Turcs sont perçus comme étant non seulement communautaristes, mais potentiellement derrière des mouvements d'islam violent. Donc, leur arrivée dans des pays du Sahel ou à la lisière du Sahel est presque une inquiétude sécuritaire pour les Français, en réalité. Et alors, est-ce que je peux dire un mot là-dessus, non pas sur la Turquie, mais sur la Chine, qui est un des autres grands acteurs. Et alors, c'est sûr on peut imaginer que dans certains milieux français ou européens, il y a évidemment la peur de l'influence trop forte de la Chine en Afrique. Mais en même temps, toute notre position, c'est de dire c'est évidemment l'intérêt des Africains que la Chine investisse en Afrique. Il n'y a pas question de s'opposer à ça. Et ce que nous essayons de faire en européen et en français, c'est, on dirait en anglais, d'engage, de faire que la Chine travaille de plus en plus dans un vrai cadre de transparence multilatérale. Alors, c'est un travail compliqué, mais il y a eu, il y a quelques semaines, une avancée très forte dans ce domaine. Je ne sais pas si vous l'avez repéré, dans le dernier G20 des ministères des Finances du 13 novembre, un accord a été signé par tous les pays du G20, donc la Chine, qui s'appelle le Common Framework for Debt Treatment au-delà du moratoire. C'est un accord pour traiter la dette des pays africains. Et dans cet accord, il y a clairement dit que chacun des pays s'obligera à faire la transparence sur ces accords de dette, pays par pays, pour les dettes publiques et les dettes privées. Et donc, c'est une façon d'emmener de plus en plus la Chine dans un vrai cadre multilatéral dans lequel les chiffres sont mis sur la table et dans lequel
on est de plus en plus dans des conditions de concurrence ou transparentes. Voilà, c'est ce que nous essayons de faire. Avec la Turquie, on n'en est pas encore là parce que c'est quand même un acteur qui reste pour le moment beaucoup plus marginal en Afrique, même par rapport à la Chine en particulier. Mais avec la Chine, voilà, nous progressons dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, nous comptons faire, ça c'est à l'initiative de la France, un sommet, dit qu'on va appeler le sommet sur le financement des économies africaines, qui devrait avoir lieu au mois de mai 2021, et dans lequel nous invitons tous nos partenaires, les Européens, bien sûr, africains, mais également la Chine, pour qu'on se mette autour de la table pour voir comment on peut remédier au surendettement de l'Afrique et au sous-financement de l'Afrique. Et nous essayons de travailler avec l'ensemble des partenaires les plus importants en Afrique sur ce sujet. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour ces précisions. Bien, un tout petit mot encore là-dessus. Il ne faut pas se leurrer, on est entré vraiment dans une ère de guerre commerciale et avec la Turquie, ça posera de plus en plus de problèmes puisque vous avez vu que Emmanuel Macron a même proposé d'annuler l'union douanière avec la Turquie. Donc on est pour le moment, dans un moment, on est en train de se demander si on va mettre à jour les conditions de notre coopération sur les normes commerciales avec les Turcs ou au contraire s'en débarrasser totalement. Donc on n'est pas dans des délimitations de terrain pacifiques aujourd'hui avec certains des acteurs. Et effectivement, la Chine a tout intérêt à s'entendre avec les Européens dans la mesure où elle est entrée en guerre commerciale avec les États-Unis. Mais pour la Turquie, on verra bien aussi comment ça se passe d'ici la fin de la semaine, puisqu'elle est au menu du Conseil européen qui se tient jeudi et vendredi. Oui, elle est au menu pour se voir infliger des sanctions, donc il est peu probable que ça s'arrange tellement d'ici la fin de la semaine. Exactement. Je me tourne vers vous, professeur, car on a la question d'une internaute. On a beaucoup parlé depuis le début, lorsqu'on arbore le volet euro-africain, investissement, dette, et on a assez peu parlé de la culture. Or, c'est un volet important, puisque c'est notamment, vous avez évoqué le fait de cette incompréhension des Européens de l'Afrique, cette méfiance, cette méconnaissance. En quoi le volet culture pourrait être justement un appui pour renforcer ces liens entre l'Europe et l'Afrique? Est-ce qu'ils sont également abordés dans ce partenariat? Il conviendrait qu'ils soient abordés, qu'il s'agisse de culture ou qu'il s'agisse de sciences et d'éducation. Je voudrais saluer l'initiative qui avait été prise il y a 1 an par le président Emmanuel Macron, mais que le Covid est venu complètement bousculer, qui était celle d'une année de l'Afrique en France. Malheureusement, les circonstances ont fait en sorte que les préoccupations du moment ne permettent plus de se souvenir qu'il y avait eu une initiative de ce type. Ça fait partie aussi du soft power. Vous l'avez dit en introduction, et nos amis européens et français particulièrement ont tendance à l'oublier, à l'ignorer ou à le minimiser. Quelle est la réalité des flux d'étudiants africains aujourd'hui? Vous en avez de plus en plus à destination de la Chine, des États-Unis, de la Turquie, de l'Inde. Mais je vais vous faire une révélation. Ceci est rarement dû, j'allais dire, à des choix objectifs, à des choix, subjectifs, parce que subjectivement, quoi que les Européens et les Français particulièrement puissent penser, subjectivement, nous avons plus de raisons, de facilité, d'intérêt à venir en France. Mais objectivement, il est de plus en plus difficile pour un étudiant africain de venir en France et de manière globale en Europe. Lorsque les frais de scolarité d'un étudiant africain en France sont d'un seul coup multipliés par 10, ne soyez pas étonnant qu'il aille tout droit dans une université turque ou mieux, comme le disait Madame Schmitt tout à l'heure, sous réserve d'apprentissage du turc, ces frais universitaires vont être pris en charge complètement. Donc, ça fait partie de toutes ces choses dont nous n'arrivons pas à comprendre que les Européens eux-mêmes ne puissent pas voir où est leur intérêt en termes de soft power. Parce que quoi qu'on dise, quelqu'un qui a été formé en France, quoi qu'il devienne plus tard chez lui, conserve quelque chose, j'allais dire, de ses années d'étudiants, des liens, des amitiés, beaucoup de choses. Or,
nous assistons aujourd'hui de plus en plus à des jeunes qui rentrent dans les différents pays africains, mais qui reviennent des États-Unis, qui reviennent du Canada, qui reviennent de Chine, qui reviennent d'Inde, et je suis tenté de dire qu'ils n'ont quasiment plus les mêmes valeurs, les mêmes goûts que nous. Mais cela, ce n'est pas de la faute des Africains. On ferme l'Europe, ils vont ailleurs. Donc, dans le cadre de ce partenariat, il serait bon qu'un accent particulier soit mis sur la mobilité et des enseignants, je parle des enseignants du supérieur, et des étudiants. Et l'idée, l'ambassadeur Leroy l'a rapidement évoqué tout à l'heure, mais l'éventualité d'un Erasmus euro-africain devrait pouvoir, sur le modèle de l'Erasmus actuel, on voit quand même ce que ça fait dans l'ouverture et la connaissance par les différents étudiants européens des autres pays. Eh bien, je pense qu'un tel système, mais c'est un outil, c'est un instrument parmi tant d'autres, il y a de la place, il y a de la réflexion à avoir pour effectivement faire en sorte que les continents se connaissent mieux, s'apprécient mieux et partagent beaucoup plus de choses qu'ils en ont partagé jusqu'à présent. Et à ce niveau, la culture et la science sont des vecteurs extrêmement importants. Merci, professeur. Monsieur l'ambassadeur, vous voulez peut-être rebondir, et notamment sur, je pense, sur la saison Africa 2020 qui a été effectivement décalée, mais qui devrait avoir lieu finalement en 2021. Oui, alors ça, je crois que c'est ce projet qui est un projet magnifique. Hein, ça voulait dire à nos auditeurs, ça voulait dire faire sur tout le territoire français des expériences de théâtre, de danse, de musique, de littérature africaine. C'est quelque chose de très fort et qui aurait bien montré, changer encore un peu plus l'image de l'Afrique en France. Alors, il y a une coupure de son. Voilà. Vous m'entendez maintenant à nouveau? C'est bon, on vous a retrouvé. Donc, va se décider dans les prochains jours comment on la reporte, etc. Mais c'était, en tout cas, je ne pense pas du tout l'idée d'abandonner cette saison qui était majeure pour montrer toute la crédibilité dans la matière culturelle africaine et combien elle peut nous apporter. Donc, je crois que c'était un vrai projet. Juste un mot sur les étudiants. Quand même, dans le partenariat futur, alors le terme s'appelle post-Cotonou, mais ça sera très différent du Cotonou, l'aspect mobilité est très important. Je crois qu'on ne peut pas quand même dire que l'ensemble des frais d'inscription va être multiplié par 10 pour tous les étudiants. Il y a eu quelques cas malheureux avec des dérogations, etc. Mais je crois que la volonté, on sait bien que nous sommes en compétition avec d'autres pays, sur les États-Unis, la Chine et autres, pour attirer des étudiants africains. En tout cas, il n'y a aucune volonté de l'Europe de se fermer à ça. Alors, il y a certains problèmes de coût, mais je crois que toujours dans ce partenariat, il y a la volonté de faciliter la mobilité, donc de faire des conditions de coût un peu plus satisfaisantes. Et peut-être un autre point, toujours en rebondissant sur ce que disait M. Rosatanga Arigno, sur ce qui fait des amis pour la France, ce qui fait des amis pour la vie. Je rappelle toujours, moi, tous ces lycées français en Afrique, dans lesquels ils sont fréquentés par beaucoup d'étudiants africains, et ça fait également des amis alors de la France pour la vie, parce que c'est vrai qu'en Europe, c'est quand même la France qui a plus ces lycées français à l'étranger, plus que les autres pays. Mais c'est encore une autre façon de faire connaître, se rencontrer les différentes populations. Ouais. Il nous reste 5 minutes, donc pile le temps pour une dernière question. Je pense qu'elle s'adresse plus à vous, monsieur l'ambassadeur, sur le fait qu'aujourd'hui, il y a à l'extérieur du continent, de la part des investisseurs, souvent une peur d'investir en Afrique à cause de la corruption, d'une mauvaise gouvernance et autres. Or, pourtant, depuis plusieurs années, l'Afrique affiche des taux de croissance très importants, il y a énormément d'opportunités d'affaires. Comment faire pour transformer cette perception et du coup, en Europe pour donner de plus en plus aux entreprises européennes envie d'investir sur le continent africain? Alors, c'est un des thèmes sur lesquels nous travaillons très précisément avec ce sommet sur le financement des économies africaines qui devrait avoir lieu au mois de mai à Paris et dans lesquels il y a ces sujets-là. Et en particulier, nous travaillons beaucoup avec des représentants du secteur privé africain. Cet après-midi même, j'étais avec M. Strive Messiouya, qui a créé Econet Global, qui est un des très grands hommes d'affaires africains. Et je sens bien que nous, plus le secteur privé africain, on va essayer d'améliorer, de contribuer à améliorer l'attractivité des économies africaines. Alors à la fois, ça veut dire des réformes internes chez les pays africains,
plus de ressources fiscales internes, et nous insisterons bien sûr sur la lutte contre la corruption, mais c'est aussi de travailler avec les grandes institutions du type Banque mondiale, FMI, ou en France Proparco, ou bien sûr la Commission européenne, pour avoir ce qu'on appelle des techniques de dérisking, pour faire qu'un investisseur qui veut investir puisse trouver un financeur, pour que ceux qui veulent se financer en Afrique ne soient pas avec des taux d'intérêt trop élevés. Là-dessus, on sait bien que pour le moment, un investisseur en Afrique, souvent, doit payer des taux d'intérêt beaucoup plus élevés qu'un investisseur ailleurs. Là, il y a peut-être des raisons objectives, mais il y a des façons de réduire la perception du risque, en particulier par les grandes institutions qui connaissent bien les possibilités de l'Afrique. Donc ça, c'est un des domaines vraiment sur lequel nous travaillons, dans lequel, clairement, l'idée, c'est d'augmenter. On sait bien qu'il y a énormément de liquidités dans le monde, s'assurer qu'elles viennent s'investir en Afrique, et pour ça, améliorer la qualité et l'attractivité des économies, donc réforme interne, et là-dessus, nous travaillons avec nos partenaires africains pour qu'eux-mêmes conduisent ces réformes, et puis, possibilité de mitigation, c'est le terme anglais, de réduction du risque, du risque par des taux d'intérêt plus bas à travers des institutions qui feraient de la contre-garantie. Voilà, c'est des domaines sur lesquels nous travaillons et sur lesquels nous espérons aboutir pour le mois de mai 2021. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci également, professeur. Merci Dorothée Schmidt. Je crois que le webinaire a été très riche. On a abordé de nombreux thèmes.